Karine. Bonjour. Merci de m'accorder cette interview. Alors, chers auditeurs, nous allons parler du livre de Karine Uri, dont je vous ai déjà beaucoup parlé puisque j'ai eu la joie et le bonheur de l'illustrer. Il s'agit du livre Petits et grands traumatismes de la vie intra-utérine, comment les éviter et s'en libérer. Karine, est-ce que tu souhaites te présenter en quelques mots ton parcours professionnel ? Je suis sophranalyste et mémoire prénatale de l'enfance depuis 2010. Avant d'exercer ce métier, j'ai fait d'autres choses. Ce qui m'a amené à exercer ce métier, alors que je ne m'attendais pas du tout dans mon parcours à devenir thérapeute, c'est que, ayant moi-même été confrontée à certains traumatismes, je n'avais pas trouvé de méthode qui puisse réellement me libérer en profondeur. C'est-à-dire, je les ai toutes faites, hein, bien entendu, mais en tous les cas, par hasard, je suis tombée sur cette thérapie et, qui était neuve, récente à l'époque. Et ça fait plus de 20 ans et 25 ans. Et du coup, j'ai entamé cette thérapie, j'ai totalement changé, je me suis vraiment libérée. À l'issue de ça, j'ai voulu savoir comment ça fonctionnait, non pas pour m'installer. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, si ça fonctionne pour moi, ça serait dommage de garder ce savoir-là et de ne pas le transmettre aux autres. Donc, j'ai décidé de m'installer en cabinet. Merci beaucoup. Alors, ce livre est sorti en un temps record, plébiscité par plusieurs maisons d'édition, un véritable alignement des planètes. Donc, c'était le bon moment. Qu'est-ce qui t'a poussé à le sortir, où tu t'es dit, c'est ce moment-là, c'est maintenant? Quelle est l'origine du projet? En réalité, c'est un processus interne qui vient de loin, parce que je me suis toujours dit qu'il serait vraiment important que le grand public soit au fait de ce que nous pouvons traverser et vivre en vie intra-utérine. Ça a toujours été à l'intérieur de moi. Donc au départ, je pensais faire un livre plutôt technique. J'ai d'ailleurs participé à l'écriture d'un livre sur la sophranalyse, en amont. Et là, je voulais vraiment que ça soit ouvert au grand public, que ça puisse semer des graines de conscience chez beaucoup de personnes. Du coup, ce projet, je l'ai porté et j'ai eu la chance de rencontrer Audrey Rossi, d'avoir un travail thérapeutique avec elle. Et quand j'ai vu la façon dont elle abordait les choses, quand j'ai senti l'énergie de ses dessins, alors là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire entre un sujet qui est extrêmement lourd, puisqu'on parle de traumatisme, même s'il y a des petits traumatismes, quand le nourrisson les vit, quand ça se vit dans le ventre, ou quand l'enfant les vit, ou même l'adolescent, c'est du lourd, donc c'est douloureux. Donc faire le lien entre cette façon d'aborder les choses, d'illustrer le monde avec ses couleurs, ses dessins qui sont extrêmement beaux et légers et attractifs, et une méthode qui est assez dure, me semblait être vraiment une révélation, en fait. C'était le bon timing. Et effectivement, il est sorti en combien de temps? Alors, en réalité, j'avais écrit deux ou trois scénettes, je ne vais pas dire de bêtises, et je les ai proposées à des maisons d'édition. Deux ont accepté, et du coup, la maison d'édition a dit, bon, ok, maintenant on publie. Sauf que, à l'issue de ces deux scénettes, les autres n'étant pas écrites, donc on a dû travailler d'arrache-pied. Non pas que les sujets, on les ait négligés ou abordés de façon extrêmement légère ou pas profonde, pas du tout, parce que comme je l'ai dit, tout était déjà inscrit à l'intérieur de moi. Mais du coup, un mois et demi, on a travaillé d'arrache-pied pour sortir ce livre, qui du coup est un condensé des empreintes les plus importantes, de celles qu'on retrouve le plus souvent en accompagnement en cabinet. Alors c'est ça, justement, dans ce livre, tu nous offres 10 scénettes clés qui sont représentatives des situations qu'on peut retrouver en cabinet. Parmi ces 10 scénettes, est-ce qu'il y en a une ou deux qui se dégagent particulièrement et qui sont particulièrement récurrentes? Alors, une qui est très très commune, que tous ceux qui ont une fratrie ont
ont vécu un jour, c'est la jalousie par rapport à une sœur ou à un frère. Ce qui peut paraître extrêmement banal et ne pas... quand on vit ça, quand le parent assiste à de la jalousie entre frères et sœurs, quand la maman est enceinte, on se dit que bon, c'est normal, que ça n'a pas d'intérêt et que ça ne vaut pas le coup de travailler là-dessus. Or, je me rends compte, et mes collègues aussi, en séance, que quand l'enfant est dans le ventre et que la maman s'occupe, comme elle doit le faire, de ceux qui sont là, parce que l'autre il n'est pas là. Donc quand elle accorde beaucoup de temps à un autre enfant, en fait, et puis que parfois elle joue avec, ce qui est encore plus normal quand on a une bonne maman, et que l'enfant peut être écrabouillé, ou que l'enfant peut se sentir à l'intérieur du ventre, à l'écart, ou pas exister pour sa mère qui n'a Dieu que pour ses autres enfants, de fait, eh bien, il se crée des empreintes extrêmement fortes pour cet enfant qui vont générer après des croyances telles que finalement ma mère ne m'aime pas, ou j'ai pas ma place, ou elle aime plus mon frère ou ma soeur que moi. Voilà, et ces croyances-là que le futur nourrisson se crée vont générer des stratégies pour être aimé. Par exemple, je vais être parfait, je vais tout faire pour maman, je vais la mettre en avant, qui vont dans la vie de l'adulte générer des comportements extrêmement limitants pour lui. Donc, ce sont des adultes qu'on retrouve en cabinet qui ne nous disent pas, oui, moi j'ai été très jaloux de mon frère et ma soeur. Pas du tout, ils ne se rappellent plus du tout. Mais du coup, qui vont retrouver ces empreintes-là. Non pas qu'elles soient les seules et primordiales, mais c'est assez fréquent. En autre empreinte fréquente, si j'ai le temps, il y a le non-désir. Alors, le non-désir, ça veut dire quoi? La croyance de non-désir. Autrement dit, quand le petit est dans le ventre, il peut se dire à un moment donné que sa mère ne l'aime pas, ou que son père ne l'aime pas, ou ne le désire pas, ou que la grand-mère, suivant ce qu'il va capter quand il est dans le ventre de ce qui se passe. Donc il y a une scénette dans l'histoire, je ne vais pas la reprendre, parce que ça serait, je vais vous donner un autre exemple. Je suis dans le ventre, et puis je suis là, et tout d'un coup, donc c'est bien, c'est chaud, c'est confortable, mais tout d'un coup, c'est noir, c'est froid, je me sens seule. Et quand on pose la question au tout petit dans le ventre, mais est-ce que tu sens avoir un lien avec ta mère? Tout d'un coup, l'embryon ou le fœtus se rend compte qu'il n'y a absolument pas de lien. Et que ce froid, ce vide qu'il ressent, en fait, c'est ce manque de lien à la mère. Autrement dit, il se sent soit abandonné, si c'est temporaire, si cette rupture de lien est temporaire, soit il se sent carrément pas aimé du tout, inexistant, si ce lien, en fait, dure plus longtemps. Je vous donne un exemple, si la mère est en train de divorcer avec son mari, par exemple, elle peut être dans un état d'esprit où, effectivement, elle ne va pas communiquer, même ça avec très souvent avec son enfant. Donc ça va être de comprendre ce qui se joue, de faire émerger les croyances de ce tout petit, de comprendre ce qui se joue dans la situation extérieure, pour pouvoir alors apposer de nouvelles compréhensions chez ce petit, tout petit, parce que la bonne nouvelle, c'est que nous, on a l'adulte en consultation. Du coup, une fois qu'on a fait émerger les croyances du tout petit, et qu'on a fait les échos avec la vie de l'adulte, pour recadrer, on va s'adresser, je vais m'adresser à l'adulte, lui poser des questions extrêmement factuelles, pour qu'il puisse avoir une nouvelle compréhension des choses. Émotion plus nouvelle compréhension crée de nouveaux circuits neuronaux, et que du coup, c'est opératif. Les stratégies pour être aimé, pour se punir, je ne sais, ne seront plus opératives, et la personne pourra réellement changer. Il y a juste une chose que je voudrais spécifier, c'est qu'on n'arrive pas, il n'y a pas qu'une croyance qui nous limite. En réalité, on arrive avec un boulet. Par exemple, je m'aime pas, ou je me sens illégitime dans plein de domaines de ma vie. Et que ce boulet-là va avoir, par exemple, une empreinte par rapport à la jalousie qu'on a évoquée tout à l'heure, mais elle peut aussi avoir une empreinte dans le non-désir. Donc c'est pas one shot, c'est pas une séance, je me libère et tout va bien. Non, il faut compter en moyenne entre 20 et 25 séances. Okay. Voilà. Ok, c'est une précision importante. Et quand tu évoques le fait il y a l'adulte en séance, et on va quand même aller chercher à s'adresser au petit. C'est justement le travail thérapeutique qui met en condition et en état de justement d'aller retrouver cet état intérieur de l'enfance. Oui, en fait, retrouver, ça voudrait dire qu'on va chercher. Là, on ne va pas chercher.
que si on va chercher, on met du mental, on se dit, ouais, où est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce qu'il faut que je lui dise à la dame là, qui me pose des questions? Non, en fait, selon les canaux dont on dispose, si on est visuel, si on est kinesthésique, si on est auditif, enfin que sais-je, c'est un canot, eh bien, la personne, tout d'un coup, se retrouve, elle, dans un décor. Alors ça peut être rond, dans une bulle, ou elle peut voir un fœtus, ou elle peut se voir nourrisson sur un canapé. Autrement dit, c'est le thérapeute qui va, en posant des questions extrêmement factuelles, faire émerger la scène dans laquelle se trouve soit l'embryon, soit le fœtus, soit l'enfant, soit le nourrisson, enfin quel que soit, enfin selon l'âge, pardon, qu'il a au moment où la scène s'ouvre. Et ensuite, de la même façon, le thérapeute va poser des questions objectives et factuelles, donc pas d'induction, jamais, sinon ça serait des faux souvenirs, pour faire émerger les croyances et les stratégies. Voilà, donc on ne travaille pas sur des faux souvenirs, c'est pas magique, c'est pas... Nous sommes un livre, c'est-à-dire que notre biographie, elle est inscrite à l'intérieur de nous. C'est juste de pouvoir retourner dans ces moments-là du temps. Merci beaucoup. Et ben ça, c'était un point très important, je pense, pour les personnes qui nous écoutent, de démystifier ce côté-là et avoir ce côté très rationnel aussi de cette thérapie qui, mine de rien, touche à une partie dont on ne se souvient pas. Oui. Donc, merci beaucoup, Karine. Et parmi les événements déclencheurs des personnes qui viennent te voir, est-ce qu'il y a une convergence, un moment, un événement déclencheur particulier qui pousse à franchir le pas de la porte? Alors, un élément déclencheur, en fait, c'est la sophranalyse, c'est comme dans toute thérapie, c'est-à-dire c'est que quand l'adulte, ou l'enfant ou l'adolescent, parce que je reçois aussi des enfants et des adolescents, mais plus l'adultes quand même, quand l'adulte franchit les portes du cabinet, c'est qu'il va mal. Autrement dit, il va mal et il ne sait pas pourquoi il va mal. Donc, mon rôle en tant que thérapeute, c'est déjà de déterminer son mal-être pour pouvoir poser un objectif thérapeutique. Un objectif thérapeutique, c'est quoi? Si la personne me dit, écoutez, moi, je me sens pas bien, je vais pas bien, je vous demande un exemple factuel. Par exemple, je me rends compte que j'arrive pas à prendre la parole en public. Okay? Alors, c'est pas un objectif, prendre la parole en public. Par contre, je vais le questionner de telle sorte à faire sortir le vrai objectif. Finalement, c'est que la peur du jugement des autres. Et si j'ai la peur du jugement des autres, c'est que j'ai une énorme dévalorisation en moi. Donc, ça sera cet objectif-là, ça sera cette dévalorisation. Et c'est sur cet objectif que l'on va travailler, qui sera l'objectif principal. Et on travaillera avec cet objectif pour retrouver dans son histoire tout ce qui a fait en sorte que cette dévalorisation prenne une telle place, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien, croyance, si je reprends les exemples, croyance dans la vie intra-utérine par rapport à son frère ou sa sœur, croyance dans la vie intra-utérine par rapport au non-désir, plus pas mal d'autres, qui sont toutes reliées à la dévalorisation. Et quand on a travaillé toutes ces empreintes, du coup, et qu'on a installé autre chose, petit à petit, la personne change, c'est comme des couches d'oignons qu'on enlève, et elle retrouve, elle ne construit pas, elle retrouve sa valeur intrinsèque. Waouh, quel cadeau! C'est magnifique. Ce sont les clients qui se font ce cadeau en poussant la porte. Oui, c'est ça, ils redeviennent leurs propres magiciennes. Oui, ce sont vraiment les acteurs de leur vie. Moi, en tant que thérapeute, je ne suis qu'une accompagnante. Je n'ai aucun pouvoir, je reste à ma place et je les accompagne de cette façon-là. Et il y a une caractéristique du livre qui est d'ailleurs mentionnée dans la 4e de couverture, en tout cas pas dans la 4e de couverture, mais dans les avis sur les maisons d'édition, qui est la légèreté. Cette capacité que tu as à transmettre ce message de façon légère et de façon aussi très accessible. On est sur un sujet complexe et qui touche à de l'invisible. Néanmoins, tu arrives à le transmettre. Ça laisse penser que la douceur et la légèreté font aussi partie de tes accompagnements. Qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'une thérapie est réussie? Alors, pour moi, une thérapie est réussie quand la personne atteint ses objectifs thérapeutiques. Autrement dit, factuellement, elle est réussie. Maintenant, pour qu'elle réussisse cette thérapie, il faut que la personne soit très motivée. Parce que retourner dans des moments du passé qui n'ont pas été évidents, c'est pas donné à tout le monde. Okay?
Ça ne veut pas dire qu'à l'issue d'une séance, la personne sorte coincée dans une partie du passé où elle a vécu des choses qui n'étaient pas graves. Non, parce que au sein de la thérapie, chaque séance a un début et une fin. Donc il sort à chaque fois allégé. Mais il faut quand même du courage et de la persévérance. Du coup, il faut la motivation de cette personne. Et il faut aussi, parce que la technique est une chose, mais l'autre chose, c'est que le thérapeute ou la thérapeute, comme moi en l'occurrence, accompagne les personnes avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Ça, c'est capital, parce que ce qui fait qu'une thérapie fonctionne ou non, c'est le lien qu'on va créer entre la personne et soi-même. Alors, pas un lien de maman, hein, bien évidemment, pas un lien d'amitié non plus, parce que ça n'aurait pas de sens, ni un lien amoureux, on est d'accord. C'est-à-dire que savoir rester à sa juste place, tout en ouvrant son cœur à tout ce qui pourra être dit, aussi bien les pires ondes des personnes, sans aucun jugement jamais, et toujours dans cette ouverture de cœur et cette bienveillance. Je dirais que c'est 70% de la réussite d'une thérapie, donc c'est capital. Voilà. C'est pour ça que moi je demande toujours, après la première séance, je demande toujours à la personne, sur une échelle de 0 à 10, à combien vous avez envie de travailler avec moi. Parce qu'il y a d'autres thérapeutes. Autrement dit, si la personne n'a pas senti mon énergie, si elle me sent trop cavalière, parce que c'est pas parce que j'accompagne avec bienveillance et ouverture de cœur que je ne vais pas poser des questions factuelles, que je ne vais pas poser des questions qui peut-être pourraient déranger la personne. Ça n'a rien à voir, on est d'accord. Donc c'est important que mon énergie puisse, puis que le lieu aussi, tout lui convienne, pour que tout soit posé, pour qu'il puisse avoir un travail qui réussisse. Oui, parce que du coup, comme dans tout accompagnement, il peut y avoir des questions aussi confrontantes. Oui. Donc l'énergie du thérapeute en face est essentielle pour que la confiance s'installe. Il faut que ça soit, selon l'expression, une main de fer dans un gant de velours, c'est ça en fait. Que la personne se sente en sécurité, c'est-à-dire qu'il y ait ce cadre, que dans ce cadre, en fait, le thérapeute soit là, tienne, et qu'il ne puisse rien lui arriver. Donc ça, c'est la main de fer. Et puis posséder la technique, bien évidemment, c'est à la base. Et puis en même temps, que dans ce cadre, eh bien, la personne soit accompagnée avec rondeur, que ça ne soit pas douloureux, le moins possible. Merci Karine. C'est bon alors pour ceux qui nous écoutent, là je pense que c'est très motivant pour démarrer un accompagnement avec toi. Et est-ce que tu aurais un message de façon plus libre? J'ai envie de te laisser la parole pour toute envie de transmission sur ce livre, sur ce projet, sur ce que tu as traversé, sur ce que tu as envie de donner. Le message que je voudrais donner, alors sur le livre, je pense en avoir suffisamment parlé, mais peut-être ça serait de remercier aussi mes collègues, hommes et femmes, qui font ce même métier et qui accompagnent aussi vers la libération. Alors, en tant que sophronisme, mais aussi tous ceux qui sont au service des gens et qui mettent leur savoir-faire, leur cœur au service des autres. Donc ça serait ça en fait, s'il y avait quelque chose à rajouter. Ah, super. Ok. D'autres choses? Non, c'est tout. Eh bien, merci beaucoup Karine. On peut retrouver ce livre, il est disponible en maison d'édition et puis sur toutes les plateformes telles que la Fnac, Amazon, donc n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Merci Laure.